Avant de commencer, abonnez-vous à Du Conflit et activez la cloche pour ne jamais manquer nos récits de guerre extraordinaires. Le P-38 Lightning, comment les Allemands ont appris à respecter le chasseur bimoteur américain. Le 14 août 1942, au-dessus de l'Atlantique Nord, à 200 miles au sud-ouest de l'Islande, la visibilité s'étendait sur des kilomètres à travers des eaux grises. Le sous-lieutenant Elsa Chahan ajusta son masque à oxygène dans le cockpit exigu de son P-38F Lightning. Il scrutait l'horizon à travers les deux poutres distinctives qui encadraient son champ de vision. Le major John Weltman volait à ses côtés dans un autre Lightning. Nous patrouillons depuis des heures. La monotonie du ciel gris rencontrant la mer grise n'était brisée que par le bourdonnement régulier des moteurs Allison jumeaux. Puis nous l'avons repéré. Une forme sombre, basse à l'horizon, qui grandissait. Un Focke-Wulf FW-2 Sense Condor. Le bombardier de patrouille maritime allemand à 4 moteurs revenait d'une expédition de chasse contre les convois alliés. L'engagement a commencé lorsqu'un bombardier de patrouille Northrop Nomad de la Royal Air Force a suivi le Condor et transmis sa position par radio. Le lieutenant Joseph Schaffer, pilotant un P-40 Warhawk, a attaqué en premier. Ses mitrailleuses ont trouvé leur cible. De la fumée a commencé à sortir de l'un des moteurs du Condor. Ensuite, Chahan et Weltman ont poussé leur manette de gaz vers l'avant. Le P-38 a bondi en avant avec une puissance que les chasseurs monomoteurs ne pouvaient égaler. Nous nous sommes rapprochés à portée de tir et avons appuyé sur nos gâchettes. 4 mitrailleuses calibre 50 et un canon de 20 mm par avion, tous montés dans le nez, ont convergé leur feu sur des points uniques. Le fuselage du Condor a éclaté en flammes. Le bombardier allemand massif a basculé dans l'Atlantique. Nous avons fait un cercle, confirmant la destruction, puis nous sommes retournés vers l'Islande. Nous venions de participer à la destruction du premier avion de la Luftwaffe abattu par des chasseurs de l'United States Army Air Force. Le P-38 Lightning, qui a porté les coups finaux dans cet engagement, allait bientôt gagner une réputation qui forcerait les pilotes allemands à réviser complètement tout ce qu'ils pensaient savoir sur les chasseurs bimoteurs. Avant de continuer cette histoire fascinante, je vous invite à vous abonner à Du Conflit. Chaque semaine, je vous raconte les histoires les plus incroyables de l'aviation militaire et des combats aériens. Cliquez sur la cloche pour ne rien manquer. Et si cette vidéo vous plaît, laissez un pouce bleu. Cela m'aide énormément à continuer ce travail de recherche historique. Ce que la Luftwaffe ne comprenait pas encore, c'est que cet étrange avion américain au design non conventionnel allait prouver que 2 moteurs n'étaient pas un handicap dans le combat aérien. C'était un avantage mortel. Les calculs de cette transformation étaient déjà écrits dans les plans de Lockheed. Mais les Allemands allaient devoir apprendre la vérité de la manière la plus difficile possible, par le combat. 3 mois plus tôt, la communauté des pilotes de chasse allemands avait reçu des rapports sur un nouveau chasseur américain entrant en service. Les photographies de renseignement montraient un avion différent de tout ce qui existait dans les cieux européens. Des moteurs jumeaux montés dans des poutres s'étendant vers l'arrière depuis les ailes. Une nacelle centrale contenant le pilote et les armes. Un train d'atterrissage tricycle. L'ensemble du design violait tous les principes que les tacticiens de la Luftwaffe considéraient essentiels pour la supériorité aérienne. Le major Adolf Galland, l'un des chefs de chasse les plus expérimentés d'Allemagne, a examiné les rapports de renseignement au quartier général de la Jacques Geschwader 26 en France. L'évaluation semblait simple. Les chasseurs bimoteurs étaient intrinsèquement inférieurs aux conceptions monomoteurs dans les combats tournoyants. Le Messerschmitt Bf 110 Ersteray l'avait prouvé à maintes reprises au-dessus de la Grande-Bretagne. Lourd, peu maniable, une proie facile pour les agiles Spitfire et Hurricane monomoteurs. Le P-38 semblait souffrir des mêmes défauts fondamentaux, mais amplifiés. À plus de 10 tonnes complètement chargées, il pesait presque 2 fois plus qu'un P-51 Mustang. Sa conception à double poutre créait une traînée massive. La distance entre les moteurs signifiait des problèmes de poussée asymétrique si un moteur tombait en panne. La nacelle d'armes sur la ligne centrale était loin de la ligne de visée naturelle du pilote, créant des difficultés de visée. Les pilotes de chasse allemands qui ont vu les premières photographies de renseignement ont ri. Les Américains avaient construit une plateforme de reconnaissance, rien de plus. Peut-être utile pour les patrouilles longue distance, mais certainement pas un chasseur qui pourrait défier le Bf-109 ou le FW-190 dans le combat aérien. Cette évaluation allait se révéler catastrophiquement erronée. Le 19 novembre 1942, dans le ciel au-dessus de Tunis en Afrique du Nord, le soleil du matin venait de franchir l'horizon. 18 Lightning des 1er et 14e groupes de chasse escortaient des Boeing B-17 Flying Fortress vers des cibles tunisiennes. Le Hauptmann Franz Schiess, dirigeant des éléments de la Jacques Geschwader 53, a repéré la formation américaine à 20 000 pieds. Son Bf-109G portait l'expérience de combat de 140 missions. Il avait marqué 19 victoires contre des avions britanniques et soviétiques. Maintenant, il allait affronter ces étranges chasseurs bimoteurs américains pour la première fois. Il a positionné son unité au-dessus et derrière les P-38. Tactique allemande standard pour engager les avions bimoteurs. Attaqués par l'arrière et par le haut, là où la maniabilité limitée du Ersteray les rendait vulnérables. Les Bf-109 ont plongé. Ce qui s'est passé ensuite a brisé toutes les hypothèses que Schiess avait faites sur les chasseurs bimoteurs. Les pilotes de P-38 ont repéré les Allemands plongeant immédiatement. Au lieu de maintenir la formation dans une posture défensive, ils ont rompu violemment vers l'attaque.
Les Lightning ont viré à l'intérieur des Messerschmitt plongeant avec un rayon qui semblait impossible pour des avions aussi massifs. Chies s'est retrouvé à regarder non pas la queue d'un destroyer bimoteur lourd, mais le nez d'un P-38 prenant de l'avance pour un tir de déflexion. 4 Browning calibre 50 et un canon Hispano de 20 mm, tous montés sur la ligne centrale, ont convergé leur feu avec une précision dévastatrice. Contrairement aux canons montés sur les ailes qui nécessitaient un réglage de convergence, les armes montées dans le nez du P-38 délivraient un feu concentré à n'importe quelle portée. Une rafale pouvait scier un BF-109 en deux. Chies a tiré fort. Son BF-109G protestait aux limites de son enveloppe de performance. Le pilote américain a suivi, restant à l'intérieur de son virage. Impossible. Un avion de 10 tonnes ne devrait pas virer comme ça. Pourtant, le Lightning est resté avec lui. Son pilote utilisait des réglages de volets de combat qui transformaient les caractéristiques de maniement de l'avion. Chies a survécu à ce premier engagement, mais 3 de ses pilotes ne sont pas retournés à la base. Au cours des mois suivants, il allait développer des tactiques spécifiquement pour combattre le P-38. Il est finalement devenu le tueur de Lightning le plus performant de la Luftwaffe avec 17 victoires confirmées. Mais même alors qu'il apprenait à exploiter les faiblesses du Lightning, il n'a jamais cessé de respecter ses forces. Des années plus tard, après la guerre, Chies a écrit dans ses mémoires de combat que le pilote de P-38 qui avait failli l'abattre ce premier jour lui avait enseigné une leçon cruciale. Ne jamais sous-estimer un ennemi basé sur des idées préconçues sur ce que son avion devrait être capable de faire. Si vous appréciez ces récits historiques détaillés, n'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis passionnés d'aviation. Votre soutien permet à Du Conflit de continuer à produire ce contenu de qualité. Et dites-moi dans les commentaires quel avion de la Seconde Guerre mondiale vous aimeriez que je couvre dans une prochaine vidéo. Le rejet initial allemand du P-38 découlait de leur expérience avec le Bf-110. Le Messerschmitt Zersteret était un chasseur lourd bimoteur conçu à la fin des années 1930 pour escorter les bombardiers et détruire les formations de bombardiers ennemis. Il montait une puissance de feu dévastatrice. 4 canons de 20 mm et 4 mitrailleuses dans le nez, plus 2 mitrailleuses orientées vers l'arrière pour la défense. Mais pendant la bataille d'Angleterre en 1940, le Bf-110 avait été massacré. Les pilotes britanniques de Spitfire et de Hurricane ont trouvé que le chasseur lourd bimoteur était une proie facile. Incapable de combattre efficacement en combat tournoyant, trop lent pour fuir, les unités de Zersteret ont subi des pertes catastrophiques. À la fin de 1940, le Bf-110 avait été retiré des opérations de chasse de jour au-dessus de la Grande-Bretagne. Il a été relégué au rôle de combat de nuit et d'attaque au sol. Cette expérience a créé une doctrine au sein de la Luftwaffe. Bimoteur égale vulnérable dans le combat RR. L'évaluation semblait validée par chaque rencontre ultérieure. Les chasseurs bimoteurs soviétiques se sont révélés tout aussi inefficaces. Les conceptions bimoteurs françaises avaient été balayées du ciel en 1940. Par conséquent, lorsque le P-38 est apparu, les pilotes de chasse allemands ont supposé qu'ils comprenaient exactement ce qu'ils affrontaient. Une autre tentative ratée de créer un chasseur de jour bimoteur. L'évaluation a atteint les plus hauts niveaux du commandement de la Luftwaffe. Le général Adolphe Galland a écrit plus tard dans ses mémoires d'après-guerre qu'il avait initialement comparé le P-38 au Bf-110, supposant des faiblesses similaires. Cette comparaison allait se révéler être l'une des erreurs de renseignement les plus coûteuses de l'arme de chasse allemande. Ce que la Luftwaffe n'a pas compris, c'est que le P-38 avait été conçu dès le départ pour résoudre tous les problèmes qui affligeaient le Bf-110. Les Américains avaient appris des erreurs allemandes et créé quelque chose d'entièrement différent. En février 1937, à Wright Field dans l'Ohio, les premiers lieutenants Benjamin Kelsey et Gordon Saville étaient assis dans un bureau exigu au quartier général de l'Army Air Corps. Ils rédigeaient une spécification qui allait changer la guerre aérienne. Ils l'ont appelée Proposition circulaire X-608. Une exigence pour un intercepteur bimoteur avec des objectifs de performance spécifiques. Vitesse de pointe de 360 miles par heure à 20 000 pieds d'altitude. Plafond de service de 36 000 pieds. Endurance à vitesse de croisière économique d'1 heure à vitesse maximale. Les chiffres semblaient impossibles. Aucun chasseur existant n'approchait de telles performances. Mais Kelsey et Saville ne demandaient pas un chasseur existant. Ils demandaient quelque chose de révolutionnaire. 5 entreprises ont soumis des propositions. Consolidated, Curtis, Douglas, Lockheed et Vultee. Chaque équipe de conception a lutté avec le même problème fondamental. Un seul moteur ne pouvait pas produire assez de puissance pour répondre aux exigences de vitesse. Pourtant, les moteurs jumeaux signifiaient un poids massif, une traînée et des problèmes de contrôle. Chez Lockheed, un jeune ingénieur nommé Clarence Kelly Johnson a dirigé une équipe qui a abordé le problème différemment. Au lieu d'essayer de faire en sorte qu'un chasseur bimoteur se comporte comme un avion monomoteur, ils ont embrassé la configuration bimoteur et conçu autour de ses avantages uniques. L'équipe de Johnson a examiné plusieurs configurations. Hélice push-pull, moteur en tandem avec arbre de transmission, disposition bimoteur conventionnelle avec les 2 moteurs sur les ailes. Chaque conception avait des défauts fatals. Ensuite, Johnson a esquissé un concept radical. Placer les moteurs dans des poutres profilées s'étendant vers l'arrière depuis les ailes. Mettre le pilote et les armes dans une nacelle centrale entre les poutres. Utiliser les poutres pour soutenir les surfaces de queue jumelles, créant une stabilité exceptionnelle et une autorité de contrôle.
La conception offrait plusieurs avantages révolutionnaires. Les hélices tournaient dans des directions opposées, éliminant les effets de couple qui rendaient les chasseurs monomoteurs difficiles à contrôler. Les armes montées dans le nez convergeaient naturellement sans nécessité de support de canon ajustable. Les surfaces de queue jumelles offraient une redondance et un contrôle exceptionnel dans tous les axes. Le poids distribué améliorait le taux de roulis malgré la taille de l'avion. Plus important encore, les poutres jumelles créaient une forme aérodynamique propre qui minimisait la traînée. Contrairement aux dispositions bimoteurs conventionnelles où les moteurs sur les ailes créaient une traînée d'interférence massive, la conception de Johnson plaçait les moteurs dans des nacelles profilées qui réduisaient en fait la traînée totale par rapport à une disposition conventionnelle. Le 23 juin 1937, l'Army Air Corps a attribué à Lockheed un contrat pour construire un prototype. Désignation du projet, XP-38. La construction a commencé immédiatement dans l'installation de Lockheed à Burbank en Californie. Le prototype est sorti le 31 décembre 1938. Le lieutenant Kelsey, qui avait aidé à rédiger la spécification, serait le pilote d'essai. Le 27 janvier 1939, Kelsey a décollé du XP-38 pour la première fois. Le vol d'essai a révélé un avion différent de tout ce qu'il avait piloté auparavant. Les hélices contrarotatives éliminaient complètement le couple. Le train d'atterrissage tricycle offrait une visibilité superbe pendant le roulage et le décollage. Le cockpit, positionné entre les moteurs plutôt que derrière ou au-dessus d'eux, offrait une vue dégagée dans toutes les directions. Les commandes répondaient de manière nette malgré la taille de l'avion. Kelsey a poussé l'avion à 414 miles par heure en vol en palier, dépassant de loin l'exigence de spécification. En altitude, avec des turbocompresseurs alimentant l'air comprimé au moteur Allison, l'avion grimpait comme une fusée. Le général Henry Arnold, commandant de l'Army Air Corps, a vu le potentiel immédiatement. Il a autorisé Kelsey à tenter un record de vitesse transcontinentale en volant de Marshfield en Californie à Mitchell Field à New York. Le vol démontrerait la puissance aérienne américaine au monde et prouverait les capacités du XP-38. Le 11 février 1939, Kelsey a décollé de Marshfield. Il a atteint Mitchell Field en 7h02, y compris 2 arrêts de ravitaillement. Le vol a pulvérisé le précédent record transcontinental et a fait la une nationale. Puis le désastre a frappé. Alors que Kelsey faisait son approche finale vers Mitchell Field, le givrage du carburateur a fait perdre de la puissance aux deux moteurs. Le XP-38 s'est écrasé avant la piste, détruit. Kelsey s'en est sorti indemne, mais le seul prototype gisait en ruine. Le crash aurait pu mettre fin au programme. Au contraire, il a validé la conception. La survie de Kelsey dans un accident qui a détruit l'avion a prouvé la sécurité inhérente de la disposition à double poutre. La nacelle du pilote est restée intacte même si les 2 nacelles de moteur ont été démolies. L'Army Air Corps a immédiatement commandé 13 avions d'évaluation YP-38. Au moment où les P-38 de production ont atteint les unités de combat en 1942, Lockheed avait résolu les problèmes de dentition qui affligeaient les premiers modèles. L'avion de production incorporait des réservoirs de carburant auto-obturants, une protection blindée pour le pilote, des turbocompresseurs améliorés et une aérodynamique raffinée. Plus important encore, le pilote d'essai de Lockheed, Milo Burcham, avait développé des tactiques de combat qui exploitaient les caractéristiques uniques du P-38. Contrairement aux chasseurs monomoteurs qui comptaient sur un rayon de virage serré, le Lightning utilisait la vitesse, les montées en zoom et les attaques en plongée. La puissance bimoteur permettait des manœuvres verticales impossibles dans les avions monomoteurs. Les pilotes allemands qui ont rencontré le P-38 au combat pour la première fois n'avaient aucune expérience de ces tactiques. Ils s'attendaient à combattre un Bf-110. Au contraire, ils ont affronté quelque chose d'entièrement nouveau. Le premier choc majeur est venu au-dessus de la Tunisie. Le lieutenant Mark Shipman du 14e groupe de chasse a marqué la première victoire du P-38 en Afrique du Nord le 22 novembre 1942, détruisant un bombardier bimoteur italien. Au cours des semaines suivantes, les pilotes de Lightning ont commencé à engager les chasseurs de la Luftwaffe avec une fréquence croissante. Les pilotes allemands ont rapidement découvert que les tactiques standards pour combattre les avions bimoteurs ne fonctionnaient pas contre le P-38. Le Lightning pouvait surpasser le Bf-109G6 à basse altitude lorsqu'il était correctement piloté. Il pouvait surpasser en montée n'importe quel chasseur allemand en dessous de 15 000 pieds. Sa vitesse de plongée dépassait celle des chasseurs monomoteurs. Plus dévastateur encore, les armes montées dans le nez du P-38 délivraient une puissance de feu concentrée qui détruisait les chasseurs allemands avec une efficacité choquante. Une rafale d'une seconde, environ 60 cartouches des 4 mitrailleuses calibre 50 plus 15 cartouches du canon de 20 mm, pouvait scier un Bf-109 en deux. Franz Stigler, un nain de la Luftwaffe qui a survécu à la guerre avec 28 victoires, a rencontré des P-38 au-dessus de la Tunisie au début de 1943. Il a écrit plus tard sur l'expérience avec une franchise inhabituelle. Le Lightning pouvait virer à l'intérieur de nous avec facilité. Il pouvait passer du vol en palier à la montée presque instantanément. Nous avons perdu pas mal de pilotes qui ont essayé de faire une attaque puis de se redresser. Le P-38 se cabrait simplement et les détruisait avec ce canon monté dans le nez. Une règle cardinale que nous n'avons jamais oubliée était d'éviter de combattre le P-38 de face. C'était un suicide. Stigler a développé des tactiques spécifiques pour survivre aux rencontres avec les Lightning. La meilleure défense était de faire un tonneau rapide du Bf-109 et de plonger,
exploitant le taux de roulis initial lent du Lightning. Mais même cette tactique nécessitait un timing précis. Si le pilote du P-38 anticipait la manœuvre, il pouvait cabrer et attraper l'Allemand plongeant avec un tir de déflexion. Johannes Steinhoff, commandant de la Jagdgeschwader 77 en Afrique du Nord, avait une vaste expérience de combat contre le P-38. Son évaluation était plus nuancée que le rejet initial allemand, mais tout aussi révélatrice. Steinhoff a reconnu que les Bf-109 de son unité étaient peut-être un peu plus rapides que le P-38 en vol en palier. Mais il a déclaré sans équivoque qu'un combat tournoyant avec le chasseur bimoteur était intimidant parce que son rayon de virage était beaucoup plus petit. Le Lightning pouvait rapidement se mettre sur la queue d'un Bf-109 si le pilote allemand faisait une erreur. Le 25 août 1943, Steinhoff a expérimenté les capacités du P-38 de première main de manière dramatique. Il effectuait un vol d'essai d'un Messerschmitt Bf-109G près de sa base à Foggia en Italie avec son aide, l'Oberleutnant Theo Lindemann, volant comme ailier. Ils ont rencontré environ 140 P-38 Lightning entrant depuis l'Afrique du Nord pour une attaque surprise sur les aérodromes allemands. 2 chasseurs allemands contre 140 chasseurs américains. La doctrine standard exigeait l'évasion, mais Steinhoff et Lindemann se sont tournés vers la formation et ont attaqué de face. La première rafale de Steinhoff a frappé un Lightning dans le moteur. L'avion américain s'est retourné et le pilote a sauté, atterrissant sur la piste de l'aérodrome de Foggia. Steinhoff a continué à travers la formation, endommageant un deuxième Lightning avant de rompre. Ce soir-là, Steinhoff a invité le pilote américain capturé dans sa tente pour le dîner et des boissons. Ils ont consommé des quantités considérables de vin local tout en discutant des tactiques de combat aérien. L'Américain, le lieutenant Williams selon les archives de combat des États-Unis, a fourni à Steinhoff des renseignements précieux sur la façon dont les pilotes américains étaient formés pour piloter le P-38. Williams a expliqué que le plus grand avantage du Lightning n'était pas sa vitesse ou sa puissance de feu, mais sa polyvalence. Un pilote qualifié pouvait exploiter les caractéristiques uniques de l'avion pour surpasser presque n'importe quel adversaire. La configuration bimoteur que les pilotes allemands supposaient être une faiblesse était en fait la plus grande force du Lightning. Si un moteur était endommagé, le pilote pouvait l'éteindre, mettre l'hélice en drapeau et continuer à voler sur un seul moteur. Cette redondance s'est avérée inestimable sur les vastes distances du théâtre du Pacifique et de la Méditerranée. Les pilotes monomoteurs allemands qui ont subi des dommages au moteur avaient une option, atterrissage forcé immédiat ou saut en parachute. Les pilotes de Lightning pouvaient rentrer chez eux sur un moteur, couvrant souvent des centaines de miles pour atteindre un territoire ami. Les moteurs jumeaux ont également fourni une puissance exceptionnelle pour les manœuvres verticales. Un pilote de Lightning poursuivi par un chasseur allemand pouvait tirer dans une montée abrupte, utilisant les deux moteurs pour maintenir une vitesse aérienne qui aurait été impossible dans un avion monomoteur. Le chasseur allemand poursuivant décrochait en premier, devenant une cible facile pour le pilote du Lightning qui pouvait alors se retourner et plonger sur son adversaire. Plus significativement, la disposition bimoteur permettait au P-38 de transporter des charges de carburant qui dépassaient tout ce qui était possible dans les chasseurs monomoteurs. Avec des réservoirs largables, les Lightning effectuaient régulièrement des missions de 8 à 10 heures de durée, couvrant des distances de 1200 miles ou plus. Cette portée a transformé la guerre aérienne dans le Pacifique et a permis des missions qui auraient été impossibles avec des chasseurs monomoteurs. La démonstration la plus célèbre de cet avantage de portée s'est produite le 18 avril 1943. Des officiers du renseignement américain à Pearl Harbor, Hawaï, ont décodé un message japonais révélant que l'amiral Isoroku Yamamoto, architecte de l'attaque de Pearl Harbor et commandant de la marine impériale japonaise, volerait de Rabaul à Bougainville pour inspecter les bases avancées. Le trajet de vol emmènerait le transport de Yamamoto, un bombardier Mitsubishi G4M Betty, sur 435 miles d'océan ouvert. Le seul avion américain avec une portée suffisante pour intercepter était le P-38. Le major John Mitchell a planifié la mission avec une précision mathématique. 18 P-38 du 347e groupe de chasse voleraient depuis Guadalcanal, couvrant 430 miles à très basse altitude pour éviter la détection radar. L'ensemble du vol maintiendrait le silence radio. Au point d'interception, 4 avions attaqueraient le bombardier de Yamamoto tandis que 14 fourniraient une couverture contre les escortes de chasseurs japonais. Le matin du 18 avril, Mitchell a conduit sa formation hors de la piste à Cucomb Field, Guadalcanal. Pendant les 1h50 suivantes, 18 Lightning ont volé à 30 à 50 pieds au-dessus du Pacifique. Leurs pilotes naviguaient à l'estime à travers des centaines de miles d'océan vide. À précisément 9h34, exactement comme le renseignement américain l'avait prédit, Mitchell a repéré 2 bombardiers Betty escortés par 6 chasseurs Mitsubishi à 6M0 approchant Bougainville à 6000 pieds d'altitude. Le capitaine Thomas Lanfier et le lieutenant Rex Barbé ont rompu de la formation et ont attaqué. Lanfier a engagé les escortes 0 tandis que Barbé s'est rapproché du bombardier de Yamamoto. Une rafale de 2 secondes des 4 mitrailleuses calibre 50 et du canon de 20 mm a arraché l'aile du Betty. L'avion s'est écrasé dans la jungle, tuant tous à bord, y compris l'amiral Yamamoto. La mission n'a réussi que parce que le P-38 possédait la portée et la fiabilité pour voler 870 miles au-dessus de l'océan ouvert, s'engager dans le combat et retourner en toute sécurité à la base. Aucun autre chasseur américain n'aurait pu accomplir cet exploit.
Les officiers du renseignement allemand analysant la mission ont noté avec alarme que les États-Unis possédaient un chasseur avec une plus grande portée que de nombreux bombardiers allemands. Mais les leçons de la mission Yamamoto ne sont pas descendues assez rapidement vers les pilotes de chasse allemands. Tout au long de 1943, les pilotes de la Luftwaffe ont continué à sous-estimer le P-38 avec des résultats prévisibles. Et si vous voulez connaître la suite de cette histoire incroyable, restez jusqu'à la fin. Je vous promets que les révélations à venir vont vous surprendre. N'oubliez pas de laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Le 5 avril 1943, 26 P-38F du 82e groupe de chasse ont engagé des chasseurs allemands et italiens au-dessus de l'Afrique du Nord. Les Américains ont revendiqué 31 avions ennemis détruits pour des pertes minimes. Le 82e groupe de chasse a gagné le surnom, selon les pilotes allemands capturés, de Diable à queue fourchue. Un hommage réticent à l'efficacité du Lightning. Cependant, la fiabilité de ce surnom reste questionnable. Aucun rapport de combat allemand de cette période ne mentionne l'utilisation d'un tel terme. L'expression a peut-être été inventée à des fins de propagande américaine. Ce qui est certain, c'est que les pilotes allemands ont développé un respect sain pour les capacités du Lightning, même s'ils ne l'ont jamais appelé le Diable à queue fourchue dans leur propre langue. Franz Schiess, qui allait devenir le tueur de Lightning le plus performant de la Luftwaffe, a abattu son premier P-38 au-dessus de la mer au sud de la Sicile le 21 mai 1943. Sa 50e victoire. À ce moment-là, Schiess avait développé des tactiques spécifiques pour exploiter les faiblesses du P-38. Le taux de roulis initial du Lightning était lent dans les 10 premiers degrés. Un pilote allemand attaqué pouvait effectuer un tonneau rapide et tirer dans un virage serré, utilisant le bref moment avant que le P-38 ne puisse correspondre à la manœuvre pour créer une séparation. Si attaqué de face, la seule option du pilote allemand était de rompre violemment et de plonger, utilisant la vitesse de plongée supérieure pour s'échapper. Mais Schiess a également documenté les forces du Lightning dans ses rapports de combat. L'avion était plus rapide que son Bf-109G6 en vol en palier en dessous de 20 000 pieds. Il pouvait surpasser en montée les chasseurs allemands à basse altitude. Ses armes montées dans le nez étaient dévastatrices en efficacité. Et il était presque impossible à détruire par derrière parce que les moteurs et les poutres de queue absorbaient des dommages qui auraient abattu un chasseur monomoteur. Le 2 septembre 1943, Schiess a mené un décollage d'urgence contre des bombardiers B-25 Mitchell de l'United States Army Air Force attaquant les gares de triage ferroviaire à Cancelo près de Naples. Son unité a engagé l'escorte de P-38 Lightning. Dans la bataille féroce qui a suivi, les pilotes allemands ont revendiqué 10 Lightning détruits. Mais le Bf-109G6 de Schiess, numéro d'usine 16022, s'est écrasé dans la Méditerranée à 30 à 50 km au sud-ouest d'Ischia dans le golfe de Salerne. Schiess avait 22 ans. Il avait marqué 67 victoires en 657 missions de combat. 17 de ces victoires étaient des P-38, faisant de lui le tueur de Lightning le plus performant de la Luftwaffe. Mais même cet à expérimenté, qui avait développé des tactiques spécifiquement pour combattre le P-38, est tombé sous les canons du Lightning. L'ironie n'a pas échappé aux pilotes allemands survivants. Le chasseur bimoteur qu'ils avaient initialement rejeté comme inférieur avait détruit leur spécialiste le plus performant dans le combat contre lui. Kurt Bulligan, troisième pilote de chasse allemand le plus performant sur le front occidental avec 112 victoires, a rappelé plus tard ses expériences de combat contre les P-38 en Afrique du Nord. Une fois en Afrique, nous étions 6 et avons rencontré 8 P-38 et en avons abattu 7. Le chasseur P-38 et le B-24 Librator étaient faciles à brûler. Mais l'évaluation de Bulligan révélait plus de complexité qu'un simple rejet. Il a reconnu que correctement piloté, le P-38 était dangereux. Les 7 victoires qu'il a décrites sont venues contre des pilotes américains inexpérimentés qui ont fait des erreurs tactiques. Contre des pilotes de Lightning vétérans qui comprenaient les capacités de leur avion, le résultat était très différent. À la fin de 1943, les pilotes allemands avaient développé une compréhension complète des forces et des faiblesses du P-38. Les officiers du renseignement ont compilé des rapports détaillés sur la façon de combattre efficacement le Lightning. Attaquer d'en haut et par derrière lorsque possible, utilisant une vitesse de plongée supérieure pour éviter l'engagement si le Lightning virait vers l'attaque. Ne jamais s'engager dans des attaques frontales. La puissance de feu concentrée montée dans le nez donnait au Lightning un avantage écrasant dans de telles rencontres. Éviter les combats tournoyants à basse altitude où le rapport puissance-poids supérieur du Lightning offrait un avantage. Si pris dans un engagement tournoyant, effectuer un tonneau rapide et plonger immédiatement plutôt que d'essayer de surpasser le P-38 en virage. Utiliser la performance de plongée supérieure du Bf-109 pour s'échapper si submergé. Le Lightning souffrait de problèmes de compressibilité dans les plongées abruptes qui limitaient sa capacité à suivre. Plus important encore, ne jamais supposer que le P-38 est une cible facile parce qu'il a 2 moteurs. Cette hypothèse avait déjà coûté la vie à trop de pilotes allemands. Mais même alors que les pilotes allemands apprenaient à combattre le Lightning plus efficacement, ils faisaient face à un nouveau défi. Des versions améliorées du P-38 atteignaient les unités de combat avec des capacités qui dépassaient les premiers modèles. Le P-38J, qui est entré en service en août 1943, incorporait de nombreuses améliorations. Plus significativement, il comportait des ailerons assistés hydrauliquement qui amélioraient considérablement le taux de roulis. La réponse de roulis initiale lente que les pilotes allemands avaient appris à exploiter a largement disparu.
Le P-38J comportait également des volets de plongée qui pouvaient être déployés à haute vitesse pour prévenir la compressibilité. Auparavant, les pilotes de Lightning avaient été réticents à suivre les chasseurs allemands dans des plongées abruptes parce que les forces de contrôle devenaient prohibitivement élevées à mesure que l'avion approchait des vitesses transoniques. Avec les volets de plongée, les pilotes de P-38 pouvaient suivre les chasseurs allemands plongeant jusqu'au sol. Plus tard, les modèles P-38J ont incorporé un chauffage de cockpit amélioré. Les premiers Lightning souffraient de cockpits notoirement froids dans l'environnement de combat à haute altitude de l'Europe. À 26 000 pieds au-dessus de l'Allemagne, les pilotes frissonnaient dans des cockpits amèrement froids. Leurs mains et leurs pieds devenaient engourdis par le froid, dans certains cas, gelés. Souvent, un pilote était tellement affaibli par les conditions qu'il devait être aidé pour sortir du cockpit au retour. Le problème de chauffage découlait de la position du cockpit entre les moteurs plutôt que derrière eux. L'air chaud devait être acheminé depuis les moteurs sur les ailes, et le système fournissait un chauffage minimal. Le chauffage amélioré dans les modèles ultérieurs a résolu ce problème, rendant le Lightning plus efficace dans les opérations européennes. Malgré ces améliorations, le P-38 n'a jamais atteint le même niveau de succès en Europe que dans les théâtres du Pacifique et de la Méditerranée. Plusieurs facteurs ont contribué à cette disparité. Le combat en Europe se produisait généralement à des altitudes supérieures à 20 000 pieds, dépassant souvent 30 000 pieds. À ces altitudes, les moteurs Allison du Lightning, même avec des turbocompresseurs, ne pouvaient pas égaler les performances des P-51 Mustang alimentés par Rolls-Royce Merlin ou des chasseurs allemands de dernière génération. Le P-51 Mustang nord-américain, qui a commencé à arriver en grand nombre au début de 1944, offrait des performances supérieures à haute altitude, une plus grande portée et un entretien plus simple. Le Mustang obtenait 3,3 miles par gallon, tandis que le Lightning obtenait moins de 1,8. Cette efficacité énergétique donnait au Mustang un rayon de combat de plus de 700 miles, suffisant pour escorter les bombardiers vers n'importe quelle cible en Allemagne. À l'été 1944, les unités de Lightning en Europe étaient en train d'être rééquipées avec des Mustangs. Le 55e groupe de chasse, qui avait piloté des P-38 depuis octobre 1943, s'est converti au P-51D en juillet 1944. Les pilotes ont exprimé des sentiments mitigés à propos de la transition. Ils appréciaient les avantages de performance du Mustang, mais regrettaient la sécurité de deux moteurs et la stabilité du Lightning en tant que plateforme de tir. Robert Holt, qui est devenu le dernier A2P-38 dans la 8e force aérienne, a réfléchi plus tard sur son expérience en pilotant les deux types. Pilotant un P-38J, il a abattu 5 chasseurs allemands lors de 2 missions distinctes au-dessus de la France et de l'Allemagne. Il a ensuite fait la transition vers les P-51 et a marqué cette autre victoire. Après la Seconde Guerre mondiale, il a piloté des F-4 Phantom II au Vietnam, terminant sa carrière en tant que général de brigade avec 16 victoires. Holt a déclaré que le P-38 était un excellent avion pour les pilotes expérimentés qui comprenaient ses forces et ses limites. Les moteurs jumeaux offraient une redondance et une puissance que les chasseurs monomoteurs ne pouvaient égaler. Les armes montées dans le nez délivraient une puissance de feu dévastatrice. Mais l'avion nécessitait plus de compétences pour piloter efficacement que le P-51, et ses exigences de maintenance étaient plus élevées. Dans le théâtre du Pacifique, où le combat se produisait à des altitudes plus basses et où la portée était primordiale, le P-38 a continué à dominer. Les deux as américains les plus performants, le Major Richard Bong avec 40 victoires et le Major Thomas Maguire avec 38, ne pilotaient que des P-38. Les deux ont marqué toutes leurs victoires contre des avions japonais. Bong, qui a survécu à la guerre pour mourir en testant un chasseur à réaction P-80 en août 1945, a illustré les tactiques offensives qui ont rendu les pilotes de Lightning efficaces. Il a déclaré franchement qu'il était un mauvais tireur, alors il se rapprochait à bout portant avant de tirer, volant parfois à travers les débris des avions qu'il détruisait. Cette tactique exploitait la force structurelle du P-38. La conception à double poutre distribuait le stress sur plusieurs chemins de charge. Les dommages qui auraient détruit un chasseur monomoteur laissaient souvent le Lightning en état de vol. Les pilotes retournaient à la base avec un moteur détruit, des surfaces de queue déchiquetées et des trous dans toute la cellule. Les surfaces de contrôle et les moteurs redondants les maintenaient en vie. Les pilotes japonais, comme leurs homologues allemands, ont initialement sous-estimé le P-38. Saburo Sakai, un as japonais avec 64 victoires, a écrit dans ses mémoires d'après-guerre que le P-38 utilisé pour la première fois au combat contre les Zéros semblait manquer de toute caractéristique distinctive autre que la vitesse à de grandes altitudes et une vitesse de plongée très élevée. Les pilotes japonais se réjouissaient des premières rencontres où les pilotes américains tentaient de se battre en combat tournoyant avec les Zéros. Mais Sakai a noté qu'il est rapidement devenu évident que les Américains n'avaient pas encore appris les caractéristiques les plus favorables du P-38. Une fois que les pilotes américains ont cessé d'essayer de se battre en virage et ont plutôt utilisé des tactiques de boom and zoom, la situation a changé radicalement. Sakai a écrit que les pilotes étaient trop souvent entendus maudissant les P-38 rapides qui affichaient leurs performances fulgurantes. Le P-38 était dans une position des plus enviables. Il pouvait choisir de se battre quand et où il le désirait et selon ses propres conditions. Dans de telles conditions, le Lightning est devenu l'un des avions ennemis les plus meurtriers. Les leçons que Sakai a tirées du combat contre le P-38 ont parallèlement les conclusions atteintes par les pilotes allemands.
Le seul moyen possible de commencer un combat majeur à un moment désiré est par la possession d'avions supérieurs à ceux disponibles pour l'ennemi. En d'autres termes, le plus grand avantage du P-38 n'était pas la vitesse ou la puissance de feu ou la maniabilité de manière isolée. C'était la combinaison de capacités qui permettait à son pilote de dicter les termes de l'engagement. La conception bimoteur qui avait initialement semblé être une faiblesse s'est avérée être la clé de cette flexibilité. À la fin de 1944, alors que les forces alliées se rapprochaient de l'Allemagne de l'Est et de l'Ouest, les unités de chasse de la Luftwaffe faisaient face à des chances écrasantes. Les formations de bombardiers américains apparaissaient quotidiennement au-dessus des villes allemandes, escortées par des essaims de chasseurs. Des P-38, des P-47 et des P-51 contestaient chaque mètre cube de l'espace aérien allemand. Les pilotes allemands qui avaient appris à respecter le P-38 en 1943 y faisaient maintenant face en nombre qu'ils ne pouvaient contrer. Les 8e et 9e forces aériennes ont déployé des centaines de Lightning pour des missions d'attaque au sol, bombardant et mitraillant les réseaux de transport allemands. La silhouette distinctive à double poutre est devenue synonyme de puissance aérienne américaine. Herbert Kaiser, qui a finalement marqué 68 victoires, a abattu son premier P-38 en janvier 1943. Il a déclaré plus tard que le P-38 devait être respecté comme un adversaire redoutable, qu'il était plus rapide et plus maniable que le modèle Bf-109 G6 qu'il pilotait, surtout parce que le G6 était ralenti par l'armement sous les ailes. Jean Pichelet, qui a rencontré des P-38 au-dessus de l'Italie en 1943, les a trouvés plus rapides en montée que son propre avion. Le témoignage des pilotes allemands a constamment reconnu les capacités du Lightning, même alors qu'ils revendiquaient des victoires contre lui. Les statistiques révèlent la complexité du dossier de combat du P-38. Dans le théâtre méditerranéen, où le Lightning a subi ses pertes les plus élevées, les conditions de combat favorisaient les tactiques allemandes. De nombreux engagements se sont produits lorsque les P-38 étaient liés à des tâches d'escorte rapprochées de bombardiers, les rendant vulnérables aux attaques d'en haut par des chasseurs allemands qui sélectionnaient la position et le timing les plus avantageux. Le 25 août 1943, 13 P-38 ont été abattus en une seule sortie par des Bf-109 de la Jacques Geschwader 53 sans obtenir une seule victoire. Le 30 août, 13 autres sont tombés face aux chasseurs allemands et italiens. Le 2 septembre, 10 P-38 ont été abattus au combat avec des Bf-109 de la JG-53, bien que cet engagement ait également coûté aux Allemands 4 Bf-109, dont Franz Schiess. Ces défaites unilatérales découlaient de la doctrine tactique plutôt que des limitations de l'avion. Lorsque les commandants américains ont changé de tactique à la fin de 1943, permettant aux pilotes de P-38 de s'engager de manière agressive plutôt que de rester liés aux bombardiers, les résultats se sont considérablement améliorés. Dans l'ensemble, les pilotes de P-38 dans tous les théâtres ont revendiqué environ 1900 avions ennemis détruits. Les pertes ont totalisé environ 1300 Lightning de toutes causes, y compris les accidents et les tirs au sol. Le rapport victoire-perte, bien que n'égalant pas les performances du P-51 Mustang, a démontré que le chasseur bimoteur était loin d'être la proie facile que les pilotes allemands avaient initialement supposée. Si vous avez aimé découvrir cette histoire fascinante, abonnez-vous à Du Conflit pour plus de récits historiques incroyables. Partagez cette vidéo avec vos amis passionnés d'aviation militaire. Et dites-moi dans les commentaires quel sujet vous aimeriez que je traite dans la prochaine vidéo. L'héritage de la performance au combat du P-38 a forcé une réévaluation fondamentale de la conception des chasseurs bimoteurs. Avant le Lightning, la sagesse conventionnelle soutenait que les moteurs jumeaux signifiaient inévitablement une capacité inférieure de combat tournoyant. Le P-38 a prouvé que cette hypothèse était fausse lorsque la conception exploitait correctement les avantages fournis par les moteurs jumeaux. L'analyse d'après-guerre par les experts en aviation américains et allemands a identifié plusieurs facteurs clés qui ont rendu le P-38 réussi là où les précédents chasseurs bimoteurs avaient échoué. Premièrement, la disposition non conventionnelle à double poutre minimisait la traînée et créait une excellente distribution du poids. Contrairement aux conceptions bimoteurs conventionnelles où les moteurs sur les ailes créaient une traînée d'interférences massives et des problèmes de poussée asymétrique, les nacelles profilées du Lightning et les hélices contrarotatives éliminaient largement ces problèmes. Deuxièmement, l'armement concentré monté dans le nez fournissait une puissance de feu dévastatrice sans la complexité des canons d'ailes synchronisés. Un pilote de P-38 qualifié pouvait détruire des avions ennemis à des portées où les canons montés sur les ailes auraient été inefficaces en raison de problèmes de convergence. Troisièmement, les moteurs jumeaux fournissaient une redondance et une puissance qui transformaient les tactiques de combat. Les pilotes de Lightning pouvaient absorber des dommages de combat qui auraient abattu des chasseurs monomoteurs et continuer à se battre. Ils pouvaient soutenir des manœuvres verticales plus longtemps que n'importe quel adversaire monomoteur. Plus important encore, ils pouvaient effectuer des missions d'une durée et d'une distance impossibles pour les avions monomoteurs. Quatrièmement, les caractéristiques de maniement indulgentes du Lightning le rendaient accessible aux pilotes qui s'étaient entraînés principalement sur des avions monomoteurs. Bien qu'il nécessitait des compétences pour être pleinement exploité, le P-38 n'exigeait pas la formation spécialisée qui rendait d'autres chasseurs bimoteurs difficiles à maîtriser. Les ingénieurs aéronautiques allemands ont étudié les P-38 capturés de manière approfondie, espérant reproduire le succès de la conception. Mais au moment où ils ont pleinement compris ce qui rendait le Lightning efficace, l'Allemagne manquait de ressources pour développer des conceptions concurrentes. Le Messerschmitt Me 262, chasseur bimoteur à réaction de l'Allemagne, a incorporé certaines leçons du Lightning,
mais est arrivé trop tard et en trop petit nombre pour affecter l'issue de la guerre. L'évaluation du P-38 par les pilotes allemands a évolué de manière spectaculaire au cours de 30 mois de combat. Le rejet initial a cédé la place à un respect prudent, puis à une préoccupation réelle alors que les pilotes américains apprenaient à exploiter les avantages de leur avion. À la fin de la guerre, les pilotes de chasse allemands qui avaient survécu aux rencontres avec les P-38 ont offert des évaluations nuancées qui reconnaissaient à la fois les forces et les faiblesses. Ils ont noté que bien que le Lightning puisse être vaincu en exploitant ses vulnérabilités, le faire nécessitait des compétences, de l'expérience et des circonstances tactiques favorables. Contre des pilotes américains vétérans qui comprenaient leur avion, le P-38 était mortel. La transformation des attitudes allemandes envers le P-38 a parallèlement leur réalisation plus large sur la puissance aérienne américaine. Les Américains ne construisaient pas des avions inférieurs pilotés par des pilotes inexpérimentés. Ils développaient des systèmes d'armes optimisés pour des missions spécifiques et formaient des pilotes à exploiter chaque avantage offert par leur avion. Le P-38 illustrait cette approche. Il n'était pas conçu pour surpasser en virage un Bf-109 ou un FW-190. Il était conçu pour voler plus loin, grimper plus haut, frapper plus fort et survivre à des dommages qui détruiraient des chasseurs monomoteurs. Dans ces paramètres, le Lightning excellait. En mai 1945, lorsque l'Allemagne s'est rendue, le P-38 avait été largement retiré du service de première ligne en Europe, remplacé par le P-51 Mustang supérieur. Mais dans le Pacifique, les Lightning ont continué à effectuer des missions de combat jusqu'à la reddition du Japon en août. Le décompte final a montré 10 037 P-38 construits. Environ 1900 avions ennemis revendiqués détruits. D'innombrables missions de reconnaissance effectuées profondément en territoire ennemi. Des frappes stratégiques contre des cibles au-delà de la portée de tout autre chasseur. L'assassinat de l'amiral Yamamoto. Ces réalisations ont validé les décisions de conception que les pilotes allemands avaient initialement ridiculisées. L'Américain le plus performant, Richard Bong, ne pilotait que le P-38. Le deuxième Américain le plus performant, Thomas Maguire, ne pilotait que le P-38. Le troisième du Pacifique, Charles McDonald, a marqué 27 victoires dans son P-38 nommé Put-Put Maru. Ces hommes ont prouvé qu'entre des mains capables, le Lightning bimoteur était aussi mortel que n'importe quel chasseur dans le ciel. Les pilotes allemands qui ont survécu à la guerre et ont ensuite immigré aux États-Unis ont souvent rencontré des P-38 lors de spectacles aériens et de musées. Leurs réactions ont révélé le respect que l'expérience de combat leur avait enseigné. Franz Stigler, là qui avait conseillé aux pilotes de ne jamais engager le P-38 de face, a visité le musée national de l'United States Air Force dans l'Ohio en 1986. Il s'est tenu devant le Lightning du musée pendant près d'une heure, examinant les armes montées dans le nez, les deux poutres, le train d'atterrissage tricycle. Un bénévole du musée lui a demandé ce qu'il pensait de l'avion. Stigler a répondu que c'était la conception de chasseur la plus innovante de la guerre. Il a reconnu que les ingénieurs allemands avaient été trop conservateurs, trop engagés dans des dispositions conventionnelles. Les Américains avaient été prêts à essayer quelque chose de radical et cela avait fonctionné. Johannes Steinhoff, qui avait abattu 4 P-38 en un seul engagement au-dessus de l'Italie, a déclaré plus tard dans une interview d'après-guerre qu'il considérait le Lightning comme le chasseur allié le plus dangereux qu'il ait affronté. Cette évaluation a surpris beaucoup étant donné que Steinhoff avait également combattu contre des Spitfire, des Mustangs et des chasseurs soviétiques. Mais Steinhoff a expliqué que la combinaison de portée, de puissance de feu et de survive. Du